veiller à ce que si c'est possible, ils le tiennent là, parce que s'ils répondent là, je ne suis pas magicien. Si possible, merci.
ces fils plus... Moi, je vais faire un tour dehors si tu veux. Du coup, les gens qui viennent, je les fais monter par le haut, mais toi, tu peux demander. 10 minutes, À quelle heure? il est moins 10, on a 10 minutes de retard. Ouais, donc commence pour les conseils citoyens, il y a des trains à prendre. D'accord. C'est pas à toi, ça 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Merci. On va essayer de finir et de clore cette journée. La salle est un peu plus éparse que ce matin, mais déjà un certain nombre d'entre vous ont dû courir vers les gares pour retrouver des trains, etc., etc. Donc on va essayer de ne pas étirer le temps. Comme je vous l'ai dit ce matin, cette journée s'est d'abord déroulée de manière conjointe avec les assises des conseillers citoyens. Et c'est évidemment à eux qu'il a été demandé d'apporter une première conclusion qui va au-delà d'ailleurs de la conclusion, puisque je crois qu'ils sont porteurs aussi d'un certain nombre de propositions. Alors si j'ai bien suivi le processus de la journée, vous partîmes à 106 propositions à l'heure du déjeuner pour finir à 4. Ce soir, enfin vous allez nous les délivrer. Je vais donc vous demander tout simplement de rejoindre, parce que je crois que vous avez aussi cassé le protocole et décidé de monter sur scène à plus nombreux que ce qui était prévu à l'origine. Donc venez tous. Je rappelle aussi que cette journée a été accompagnée, toute cette réflexion a été accompagnée par Chantal Lamarre, qui est la fondatrice de la scène nationale du bassin minier Culture Commune, qui depuis une vingtaine d'années mène des projets artistiques et culturels dans les territoires en politique de la ville. Donc elle vous a je ne sais pas si le mot est coaché, accompagné, aiguillonné pendant la journée. Je crois que vous avez aussi choisi vos 2 porte-paroles qui seront donc Chantal Lamarre et Romain Denevé de la MEL, voilà, qui vont se faire les porteurs de vos propositions et de vos réactions. Cassez pas tout quand même. Voilà, la parole est à vous. Vous avez des micros, Chantal et Romain. Je ne sais pas qui parle, bon. Voilà. C'est à vous. Ça marche. Ok, très bien. Ok. On je y vais va. pas me présenter puisque c'est déjà été fait auparavant. On va juste vous proposer, donc, pour le coup, comme vous pouvez le voir derrière, avec un collectif de conseillers citoyens venus de France, mais vraiment des 4, des 5, des 14 contrées de France, puisque finalement on a ici derrière nous donc des conseillers citoyens métropolitains, mais aussi bon nombre de conseillers citoyens venus derrière d'Île-de-France. On a même donc 2 Guyanaises qui sont parmi nous aujourd'hui. Nous étions finalement derrière une quarantaine. Et je vais commencer par une phrase en fait, parce qu'on était inspiré aujourd'hui. Cette phrase, vous la retrouvez dans la documentation qui était à l'accueil. La phrase est de Sébastien Jallet. Les effets de la politique de la ville sont à trouver dans les parcours ascendants de leurs habitants. Dur, hein, fin de journée. Et bien nous, on vous propose d'atterrir. Puisque finalement, la phrase sur laquelle nous avons planché toute la journée, c'est la suivante. On est des doux rêveurs, parce qu'on y croit et on l'espère, la preuve en est que c'est possible. On s'est dit, très bien, on n'est pas le 6 novembre 2018, pardon, on est le 6 novembre 2038, et le président de la République, le futur, personne ne sait qui c'est, il annonce la fin, l'arrêt de la politique de la ville.
Pas parce que finalement c'est un échec, bien au contraire, parce que c'est une réussite. Dans 20 ans, on ose espérer que finalement derrière, on arrête la politique de la ville, parce qu'il n'y a plus de quartier prioritaire. Il n'y a plus effectivement derrière logique de péréquation et logique effectivement de rattrapage. Ça y est, en 20 ans, des actions ont été faites pour faire en sorte que c'est une pleine réussite. Mais quand j'ai dit action, j'ai rien dit. Et donc c'est ce travail qu'on a fait tous ensemble à 40. Aujourd'hui, on a imaginé ensemble durant toute une journée, et je pense que vous avez vu à mesure où vous avez participé à différentes plénières, débats, au fishball et autres, comment ça a fonctionné. Des grands panneaux étaient à disposition, ils ont planché sur les piliers des contrats de ville. Cohésion sociale, cadre de vie renouvellement urbain, et enfin développement économique et emploi, et mon préféré parce que c'est mon domaine d'action, c'en est pas un, mais moi j'aime bien, la participation citoyenne. Ils ont planché sur ces 4 thématiques. Dès lors, ils ont fait 106 propositions. Ils ont hiérarchisé, c'est leur proposition. Nous, on les a juste aidés avec Chantal. Et je tiens à les remercier aussi avec mes 2 services civiques, Laurane aussi pour le coup, Alexandre, qui sont juste derrière, et ma collègue, qui est juste ici aussi, Delphine. On les a aidés à hiérarchiser. On a retenu 13 propositions. Et certains nous ont entendu crier aussi pour le coup derrière débattre. On a retenu 4 propositions. Et c'est Chantal qui va vous les développer. Chantal, je peux te passer la parole. À ton honneur. Merci. Alors, il nous reste 4 cartes postales, en fait même 3, puisque la 4e n'a pas pu être déterminée, vu qu'elle était assez consensuelle. Donc la première concerne, je vais vous la lire, c'est la collecte de canettes et de métaux par les habitants et de le revendre à des artisans afin de rétribuer les habitants en bon d'achat ou en place de spectacle ou autre. Alors l'idée qui a été longuement évoquée, c'était l'économie circulaire. Il faut absolument développer l'économie circulaire dans les quartiers prioritaires de la ville, afin que les habitants puissent aussi agir localement et activement pour la planète. Voilà. Il y avait ce souci aussi de l'environnement. La deuxième, je lis la carte, mise en scène de notre citoyenneté. Créer des scénettes d'habitants ou acteurs de la ville qui reflètent le regard divergent afin de travailler et le vivre ensemble. En fait, il y a eu beaucoup de cartes qui parlaient d'éducation populaire. En fait. Il y a une revendication d'éducation populaire dans les quartiers de la politique de la ville. À la fois du théâtre-forum, comme ici, théâtre-action, théâtre-forum, sous cette forme-là, ou encore de découverte de la collectivité publique, ou encore de le tri collectif. Enfin bref, il y a une forte demande d'éducation populaire afin que les habitants puissent avoir les clés de la décision et du libre arbitre dans la vie sociale du quartier. Troisième, donc, garder le savoir-faire des artisans en l'exploitant dans les établissements scolaires, collèges, lycées et écoles primaires. Donc l'idée, c'est l'apprentissage dès l'école élémentaire d'ateliers manuels dans les domaines artisanaux qui se perdent. Là, ce qui se joue, en fait, c'est une demande d'ouverture et de partenariat de l'éducation nationale pour plus de participation des habitants aussi, mais également de pouvoir mettre en valeur l'existant et quelqu'un m'a parlé des retraités qui avaient des savoir-faire, mais aussi, je dirais, que l'éducation nationale s'ouvre à elle-même également, c'est-à-dire qu'elle crée des ponts entre l'école primaire et les autres niveaux, les collèges et les lycées, dont les lycées professionnels, et là ça rejoint la carte, qu'il puisse y avoir des ateliers dès l'école primaire, dans les établissements, pour apprendre des métiers manuels, pour donner l'envie, le désir, le goût du métier manuel. Et enfin le quatrième, alors celui-là c'est le plus beau. Enfin le plus beau, c'était bien aussi avant. Mais enfin c'est la plus grosse revendication. Forte revendication des habitants d'être associés à toutes les étapes de la transformation de leur quartier. Et créer des instances ad hoc. Alors, certains ont parlé de lieux, de maisons, de quartiers, de lieux d'interlieux, de lieux de tiers-lieux, enfin, peu importe, et où pourraient se réunir les conseils de quartier et les citoyens
à condition évidemment d'être formé aussi. Il y a une revendication de formation. Et former et informer, d'être aussi, pour notamment les conseillers citoyens, d'être informés comme les autres, parce qu'ils ne le sont pas actuellement. Et l'objectif, enfin l'idée maîtresse, c'est de pouvoir créer l'assemblée de la maîtrise d'usage, l'assemblée locale de la maîtrise d'usage dans les quartiers en transformation urbaine. Ça n'existe pas. Et voilà, c'est un enjeu extrêmement important où les conseillers citoyens, les conseillers de quartier, quand il y en a, ou voilà, et les habitants, puisqu'on serait en assemblée, donc les habitants seraient dans la participation non seulement de l'information, mais aussi de la concertation et des prises de décision. Voilà. C'est en 2038, normalement, grâce à ça, il ne devrait plus y avoir de quartier prioritaire politique de la ville. Merci. Merci à vous. Rendez-vous est pris donc pour 2038. Je vais vous demander de regagner vos places. Bon, vous pouvez rester, vous. Hein, bah voilà, bah restez donc. Tiens, bah restez si vous voulez ici. Laissez quand même une chaise pour les autres intervenants qui vont se succéder, mais restez ici, vous êtes bienvenus. Je vais demander à Farid Berki de me rejoindre sur scène. Ah ben finalement, vous changez d'avis, vous dégonflez. Ben, restez, on va faire une co-animation. Vous êtes chorégraphe, danseur contemporain de renommée internationale. Votre compagnie de danse Melting Spot est basée à Helem, et non pas à Roubaix, c'est tout près. Vous êtes né à Tourcoing, dans le quartier de la Bourgogne. Vous avez connu, vous, la politique de la ville plutôt à ses débuts en tant qu'acteur de terrain. Vous avez animé des ateliers de danse dans des quartiers prioritaires. Vous avez reçu un coup de pouce pour faire vos premiers pas de danse, vos premiers chassés-croisés, je ne sais pas comment on dit. Vous en êtes un peu éloigné de ces questions de la politique de la ville. Donc vous apportez aujourd'hui, après avoir assisté à ce que vous avez souhaité regarder pendant la journée, un regard artistique sur ce qui s'est dit, votre ressenti, en rappelant que cette séquence est intitulée Détonnante, donc n'hésitez pas à détonner. Bonjour à tous. D'ordinaire, je suis habitué à faire un peu de provocation, mais je ne pense pas que ce soit le lieu ici vraiment. J'ai trouvé la journée très studieuse. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas assisté à des choses autour de la politique de la ville. Ça m'a permis de voir qu'il y a plein d'initiatives intéressantes, notamment du côté des habitants, que des gens sont toujours impliqués dans les milieux populaires. Et ce que je voudrais dire, c'est que moi, je suis issu d'une ZUP, donc, qui était entre un boulevard périphérique, une usine à l'abandon, la frontière belge et un cimetière. Donc, être enclavé et être assigné à résidence, je connais ce que c'est depuis mon plus jeune âge. Voilà. Et ce qui m'a permis de m'émanciper, c'est d'être militant dans mon quartier, via le centre social, de me battre politiquement contre les élus, les bailleurs sociaux, pour impliquer la population et la jeunesse qui ne travaillaient pas dans la rénovation de ce quartier. On y est parvenu, mais ça a mis très longtemps. Un autre combat, ça a été de sortir des frontières, d'aller à l'étranger, de voyager, de sortir de la ville. Et voilà, donc j'organisais des jumelages. Je me rappelle notamment d'un jumelage avec le Québec, voilà, où d'un coup, ça nous a ouvert le monde, alors qu'on était assignés dans notre petite ZUP, on tournait en rond, quoi. Voilà. Après, ce que je dois dire, c'est que dans mon parcours, il y a une chose qui est arrivée un jour, c'est le hip-hop. J'étais en échec scolaire, c'est pas nouveau, il y en a plein, pas forcément dans les ZUP non plus d'ailleurs. Et en fait, le hip-hop, ça m'a parlé tout de suite parce que je ne me reconnaissais pas dans la culture globale du pays dans lequel je vivais, dans mon quartier. Et c'est cette culture qui m'a permis de m'émanciper, de me construire une identité forte et de la partager. Et ce qui a permis à bon nombre de gens de milieux populaires de se construire et de voler de leurs propres ailes, quoi. Et donc, en effet, j'ai pu bénéficier de quelques aides. Je me rappelle du facile, enfin, ouais, il y a eu plein de trucs, politique de la ville. Hein. Et puis, à partir du moment où je m'étais émancipé, eh bien, ma compagnie a commencé à tourner et à émarger sur des fonds
une partie fonds publics évidemment, mais qui était plutôt liée au ministère de la Culture, conseil régional, général, tout ça. Donc j'ai un peu oublié la question de la politique de la ville. Je pensais que ça s'était un peu éteint, mais non, visiblement ça se construit, ça continue. Les petites remarques que je voudrais faire, ça concerne des petites choses que j'ai entendues ça et là. Alors c'est vrai que dans les expériences, par exemple ce matin, dans les expériences liées à l'emploi, il n'y a pas de commune mesure entre une expérience à Toulouse où quelques personnes portent à bout de bras un projet de mémoire et de culture avec une entreprise avec des millions d'euros de chiffre d'affaires ou de budget. Enfin voilà, on n'est pas dans les mêmes échelles. Voilà. Moi, ça me surprend qu'on puisse parler des mêmes choses alors que c'est des budgets complètement différents. L'autre chose, c'est que je suis épaté par votre capacité à intégrer le nombre de sigles et de logos. Je ne comprends rien à votre truc là. CGP, je ne comprends pas. Je veux dire, il faut faire, je ne sais pas, il faut faire des études particulières pour intégrer autant de logos. Ça, c'est assez étonnant. Je ne sais pas comment vous faites pour naviguer avec ça. Et puis, on parle de plus en plus de processus, d'innovation. C'est marrant parce que nous, dans notre boulot, on parle de ça aussi, de processus, de création, d'innovation. C'est marrant parce que plus on en parle, moins on en fait en général. Donc, je pense que, d'une manière générale, sur ce que j'ai entendu, je préfère entendre des paroles des citoyens vivants, des êtres vivants, plutôt que des sigles et des logos et des gros mots, comme disait ma grand-mère. Voilà. Alors j'ai vu aussi un truc sur les services publics qui dématérialisent. Il y a aussi des centres d'appel maintenant. Enfin voilà, tout passe par Internet. Mais moi, ce que je remarque, c'est que c'est l'humain qui est le plus important, qui est au centre de ça. Bien sûr, on ne va pas passer à côté d'une révolution technologique, puisque c'était l'intitulé, rêve, révolution. Cela dit, cette révolution ne se fera qu'à partir du moment où les gens sont totalement impliqués et pas laissés pour compte. Et c'est pas parce qu'on met des portails de découverte Internet, c'est pas en faisant ça qu'on va résoudre les inégalités, les problèmes d'équité et de pauvreté en France. Voilà. C'est par la juste répartition des ressources. C'est pas l'entretien des populations dans la dépendance, mais non. Mais c'est surtout recevoir les gens et vivre avec eux, partager les choses avec eux au quotidien. Et pas aller s'occuper des pauvres et rentrer chez soi après. Voilà. C'est un peu raide ce que je dis, mais c'est un peu la réalité, c'est ce que je pense. Voilà. Sinon, moi, dans mon travail, je travaille sur la politique du mouvement, je travaille sur l'abstraction, je travaille sur le rêve, l'émancipation, le plaisir, le désir, des mots comme ça. Et on a besoin, aujourd'hui, de réintroduire ces notions dans le quotidien, y compris dans les pratiques de politique publique et de problématiques territoriales. Voilà. Au lieu de parler de grands mots, processus, ça me fait penser à Franck Lepage avec la langue de bois et tous ces mots qui veulent rien dire, qu'on accumule les uns après les autres. Voilà. Voilà à peu près tout. Hein, je ne veux pas m'étaler non plus. Eh ben, merci. Merci Farid. Donc je laisse la parole à Mohamed Abakali, qui est donc co-animateur de cette séquence finale, pour inviter le troisième participant à faire une conclusion. Je fais appel à M. Yannick Lorty. C'est un monsieur, c'est ça? Oui. Okay. Je vais le présenter. C'est un chercheur représentant de la sphère académique, Yannick Lorty, professeur des universités, responsable du Master Data Analyst à l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée. C'est également le directeur de la Fédération de recherche, travail, emploi et politique publique. Au vu de ces objectifs de recherche et de prédilection, nous serons donc particulièrement attentifs à ses retours et ses remarques à propos du débat clivant, ainsi que de la troisième table ronde, mais pas que ses qualités d'analyse scientifique, nous apporterons, à non pas douter, un éclairage tout en finisse sur le reste du programme et la tonalité générale de cette journée. Voilà, la liste des courses est dressée. Yannick Lorty, c'est à vous. Donc on vous attend sur la troisième table ronde d'abord peut-être. Sur le débat clivant d'abord peut-être. Merci beaucoup. Je vais donc jouer le rôle du chercheur de service en fait qui
qui intervient tout à fait en fin de journée. D'abord, je voudrais remercier les organisateurs de cette journée. Je voudrais remercier le Commissariat général à l'égalité des territoires, la métropole européenne de Lille, pour l'excellence de leur accompagnement aujourd'hui. On a beaucoup bénéficié de leur entourage. Et puis, pour l'ensemble des invisibles organisateurs de cette journée. Je voudrais commencer par un petit mot presque corporatiste, puisque je suis censé donc représenter les académiques. Je pense que je suis incapable de représenter les académiques, mais disons au moins parler de recherche pour dire qu'il y a au moins deux choses que peut apporter la recherche à l'ensemble des porteurs d'action, des porteurs de projets que vous êtes. C'est d'une part l'aide au diagnostic pour identifier des problèmes, les documenter, pour mesurer des problèmes, et d'autre part sur l'évaluation de vos actions. Donc je pense qu'on a à gagner, je pense qu'on a tous à gagner à avoir un peu plus d'académiques que ce qu'on a eu aujourd'hui. Si je suis le seul peut-être ou l'un des seuls représentants du monde académique, je trouve ça un petit peu dommage. C'est vrai que de façon plus générale, je pense que la recherche a beaucoup à faire un peu en accompagnant les accompagnateurs que vous êtes. Voilà. Alors, après ce message un peu corporatiste, je commence donc par feuilleter mes notes. J'ai pris des notes studieusement toute la journée. J'ai rempli le petit cahier, là, pas complètement, donc j'ai que 10 minutes. Donc, alors, on m'a commandé donc un rapport d'étonnement. Alors moi, j'ai une forte capacité à être étonné, puisque je suis chercheur, mais donc je m'étonne de plein de choses, et je passe beaucoup de temps à travailler sur des choses qui étonnent moins d'autres, mais moi qui m'étonnent beaucoup. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis un spécialiste d'évaluation de politique publique, surtout dans le domaine des politiques sociales, et aussi je suis spécialiste dans le domaine de la mesure des discriminations. Et avec beaucoup de collègues, on fait des grosses opérations dites de testing, où on mesure notamment donc les discriminations, par exemple, en raison de l'adresse. Et donc notre groupe de recherche est connu pour avoir mis en évidence le fait qu'il y avait un effet spécifique du lieu de résidence, par exemple dans l'accès à l'emploi ou dans l'accès au logement, puisqu'on mesure les discriminations dans différents domaines. Alors, donc moi j'ai une grande capacité à être étonné, mais je vais essayer aussi de vous étonner. Je suis chercheur, mais aussi enseignant. Donc mon métier, c'est également d'essayer de rendre visible rendre intéressante une matière qui n'est pas toujours. Alors, j'ai constaté aujourd'hui qu'il y avait une premier étonnement, une inflation de paix. De quoi parle-t-il? Alors, je suis économiste, donc je ne vais pas vous parler d'inflation, rassurez-vous. C'est simplement beaucoup de mots en paix. Alors, aujourd'hui, on fête l'anniversaire d'une politique publique, la politique de la ville, et j'ai constaté, en écoutant l'ensemble des acteurs aujourd'hui, qu'il y avait effectivement beaucoup de mots en paix. Alors, je les cite rapidement. On nous a parlé, par exemple, évidemment, du programme de rénovation urbaine. On nous a parlé beaucoup de projets, de porteurs d'action, des projets personnels et professionnels de personnes, mais aussi des projets portés par des structures, par une maison des projets, par exemple. On nous a parlé aussi de partenariats, de parrainage, de familles précaires, de personnes en difficulté, de publics migrants, de Pôle emploi, des plis. On nous a parlé aussi des nécessaires parcours de formation, des processus à enclencher, du caractère indispensable de la participation des habitants, des populations éloignées qu'il faut rapprocher. On nous a parlé aussi de plateformes numériques partagées. On nous a dit aussi qu'il y avait de plus en plus dans des quartiers des sentiments de peur, peur pour nos enfants, peur du déclassement et aussi peur des élus à qui il faut prouver que l'action marche. Donc voilà, ça fait beaucoup de paix, je dirais, c'est la lettre du jour. Moi, c'est donc une petite anecdote comme ça qui m'a impressionné. Et en même temps, il y a un P, probablement le P le plus important, qui n'a pas été présent ou trop peu présent au cours de cette journée, de mon point de vue, c'est le P de pauvreté. Alors, la politique de la ville, la politique dont on parle, alors, elle est connue pour avoir beaucoup de singularités. C'est une politique interministérielle, c'est une politique partenariale, qui est encore un P, c'est une politique territorialisée, c'est aussi une politique qui veut faire participer les habitants, donc ça fait beaucoup de singularités par rapport aux autres politiques publiques.
Mais la politique de la ville, c'est surtout une politique de lutte contre les poches de pauvreté qui existent localement. C'est une politique de lutte contre la pauvreté territorialisée. Dans la définition même des quartiers politiques de la ville, comme vous le savez, surtout dans sa réforme de 2014, la définition donc, des quartiers a été clarifiée et désormais c'est essentiellement en fait, un critère statistique de pauvreté territoriale, c'est le nombre de ménages ou la part des ménages dont le revenu, par tête est inférieur à 60% du revenu médian de l'unité urbaine qui l'englobe. Enfin bref, ça c'est la définition même d'un critère de pauvreté. Donc le critère d'ailleurs est relatif. J'ai presque envie d'ouvrir une toute petite parenthèse, une micro-parenthèse, avec ce type de définition. Hein. C'est une approche relative de ce qu'est un quartier politique de la ville, et donc c'est fondamentalement un indicateur d'inégalité territoriale. Et hélas, en 2036, on aura toujours des inégalités territoriales, même si le revenu, le niveau de vie double en France, on aura toujours des quartiers qui seront moins aisés que d'autres, et donc on risque d'avoir besoin d'une politique de la ville encore dans 30 ans, dans 40 ans et dans 50 ans. Donc la politique de la ville a devant elle beaucoup de développement possible. Donc je voulais simplement dire que la politique de la ville, c'est d'abord une politique de lutte contre la pauvreté, une politique de lutte territorialisée. Alors qu'est-ce que la pauvreté, hein? La pauvreté, c'est une situation de privation de capacité qui affecte une personne ou un ménage. Plus souvent, la pauvreté, on la définit au niveau du ménage. Et donc, il y a une privation de ressources matérielles ou immatérielles qui empêche les personnes de faire des choses. Et donc, cette pauvreté, la définition même de la pauvreté, chez les spécialistes, elle est multidimensionnelle. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent concourir à une situation de pauvreté. On peut être pauvre parce qu'on a du mal à se nourrir, à s'habiller, à se loger, mais aussi à avoir des pratiques culturelles, des loisirs, beaucoup d'autres activités sociales qui font qu'on est inclus socialement ou pas. Et donc la pauvreté se définit comme cette privation de capacité à faire ou de capacité à être en société. Et donc, les recherches des chercheurs, donc à la fois en sociologie, en sciences sociales, en économie, sur la pauvreté, ont montré que le fait qu'il y ait une concentration des ménages pauvres dans certains territoires était un vrai problème, parce que c'était un facteur de persistance de la pauvreté. Quand il y a trop de personnes pauvres dans un même quartier, ça pose effectivement des problèmes. D'une part, ça stigmatise les quartiers avec des retombées négatives sur l'image des quartiers et donc qui dessert les habitants. Et puis, il y a de nombreux mécanismes qui sont étudiés par la recherche qui font que la pauvreté est entretenue. Il y a des effets de pair, des effets de réseaux sociaux, des effets d'externalité. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des mécanismes qui font que la pauvreté persiste. Et donc, si on veut lutter contre la pauvreté, il faut aussi lutter contre ces mécanismes et lutter contre les facteurs donc, qui concourent à la pauvreté. Et dans le fond, il n'y a que deux façons de faire. Soit on disperse la pauvreté, donc on empêche cette concentration territoriale de ménages pauvres dans certains quartiers, et on les disperse, c'est par exemple la solution de la mixité ou tout ce qui concourt à lutter contre la ségrégation urbaine. Soit on enrichit les pauvres. On enrichit les pauvres en leur donnant des ressources matérielles ou immatérielles qui permettent de les faire sortir de cette situation de privation qui les caractérise. Alors ces aides, elles ne sont pas forcément dans le champ des politiques de la ville. Par exemple, le RSA ou toutes les aides sociales sont des façons, disons, de politique publique pour aider les ménages pauvres. Et puis, il y a des aides qui rentrent dans le périmètre de la politique de la ville. Alors, c'est notamment toutes les actions qui vont dans le sens de la rénovation du bâti, l'amélioration urbaine. Et puis, il y a aussi des actions qui portent non pas sur les territoires eux-mêmes, mais sur les personnes. Et donc, c'est toutes les aides qu'on donne aux personnes. Alors moi, ce qui me frappe, en vous écoutant aujourd'hui présenter l'ensemble des actions, c'est la grande diversité des actions, des projets qui sont portés. Alors pour moi, ce n'est pas un facteur d'étonnement parce que justement, c'est lié à toute cette définition que je viens d'évoquer de la pauvreté. En vous écoutant, on a eu l'impression aujourd'hui, moi j'ai eu l'impression un peu aujourd'hui d'une foire au projet. Il y avait beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations, beaucoup de présentations qui sont autant d'expériences qui ciblent souvent un des aspects en fait, de la pauvreté. Enfin, quand même, dans cette journée, on a parlé du mécénat de compétences, on a parlé des collèges multisecteurs, on a parlé
d'un festival Origine Contrôlée, on a parlé des plateformes numériques, enfin, on a parlé de sujets extrêmement variés. Et donc c'est presque, voilà, c'est pétillant, c'est bouillonnant, mais en même temps ça paraît presque confus de variété. Et en fait, ce que je veux simplement dire, c'est que cette diversité, elle est disons, compréhensible parce elle reflète simplement les facteurs, la diversité des facteurs de privation dont sont victimes les personnes dans les quartiers de la politique de la ville. On peut être pauvre parce qu'on a des problèmes d'accès à l'emploi, et donc il y a des actions spécifiques qui vont qui vont agir dans cette direction. On a des problèmes d'accès à la formation, on a des problèmes d'accès au logement, on a des problèmes de précarité énergétique, on a des problèmes d'accès à la culture, on a des problèmes de vivre ensemble aussi, on a des problèmes d'image, et donc ça fait autant de directions, d'objectifs qui sont poursuivis par les actions, et je pense que les actions sont diverses parce que les problèmes sont eux-mêmes diversifiés et parce que les besoins sont effectivement tout à fait eux-mêmes diversifiés. Alors, qu'est-ce qui concourt à l'unité de tout ce qui a été présenté aujourd'hui? Alors moi, il me semble qu'en creux, on peut lire que le point commun de toutes les actions qui ont été présentées aujourd'hui, donc ce qui fait un peu l'unité de la politique de la ville, c'est de dire que la solution des problèmes sociaux des quartiers ne réside pas dans un système d'aide monétaire ou non monétaire qui serait défini au niveau national et qui serait indifférencié. Par exemple, le RSA. Et c'est pas non plus la solution des problèmes de la pauvreté locale, c'est pas non plus des actions portées par des collectivités territoriales, comme par exemple les politiques sociales des départements. Tout ça, c'est indispensable, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut en plus une troisième couche d'action, une couche d'action beaucoup plus innovante et beaucoup plus au contact des personnes, qui va être portée par des acteurs spécifiques, qui sont pour beaucoup en fait des acteurs de l'économie sociale et solidaire, ou disons des acteurs de ce qu'on appelle le tiers secteur, des acteurs associatifs, et pour beaucoup aujourd'hui, il y a énormément parmi vous d'acteurs associatifs. Et donc ce qu'on nous dit en creux, c'est qu'il y a un peu un squelette de mesures nationales qui sont nécessaires, indispensables, mais il faut en plus de l'énergie, du dynamisme local, les initiatives locales pour, disons, dynamiser tout ça, faire bouger en même temps l'ensemble des actions. Et donc, on a cette dimension qui est essentielle. Et donc, moi, ce que je retiendrai de façon majeure, c'est que on peut dire les structures locales, les associations jouent un rôle absolument essentiel dans la politique de la ville. On le sait, mais il faut le redire. Et donc, c'est ce qu'on appelle le tiers secteur joue un rôle de premier plan. C'est le rôle de premier plan du tiers secteur qu'on peut mettre en évidence et qui est très visible aujourd'hui dans cette journée. Et puis l'autre aspect important, c'est que vous portez pour la plupart des actions non monétaires, des actions qui portent sur des ressources immatérielles qui doivent être données aux personnes pour les sortir de leur situation de pauvreté, en tout cas contribuer à cette dynamique. Et donc ce que vous nous dites, c'est que ce qui compte le plus, c'est peut-être ce qu'on ne compte pas. Et c'est un économiste qui vous parle. Ce qui compte le plus, c'est peut-être ce qu'on ne compte pas. Et effectivement, donc c'est apporter aux personnes des choses qui ont une dimension incommensurable et qui vont jouer un rôle de premier plan aussi dans leur chance d'accéder à une situation de vie qui sera une situation comparable à celle d'autres personnes. Je vous remercie. Merci Yannick Lortier. Il a effectivement été beaucoup question d'immatériel et de montée en compétences et de reconnaissance de la parole, etc. au cours de toute cette journée. Pour finir, dernier intervenant, je vais demander à Ravouti Chehi de venir me rejoindre sur scène. Alors on est chez vous ici, Ravouti, hein, vous êtes le directeur d'Eura Technologies. Vous avez, vous aussi, assisté partiellement à ce qui a pu se dire pendant la journée. D'abord, pourquoi avoir orchestré ce mariage entre le lieu et la thématique en fin de journée J'ai pas eu le choix. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Déjà, c'est pas chez moi. Oui. Non, c'est important. Et c'est important parce que tout le monde pense que c'est chez moi, mais c'est pas chez moi en fait, en vrai. On avait l'intention de rester. Hein. Bah oui, c'est chez vous parce que c'est un projet public et c'est un projet qui est porté majoritairement par
par la métropole européenne de Lille, que je remercie et que je salue au passage, parce que c'est un actionnaire qui est très important pour nous et qui nous a soutenus depuis le début et qui continue de nous soutenir. La région Hauts-de-France et la ville, qui sont des partenaires importants pour nous, et depuis très peu des partenaires privés qu'on a fait rentrer il y a à peu près 2 ans, qui viennent soutenir un peu l'initiative qu'on a ici. Et pourquoi on a marié ces deux thématiques, c'est-à-dire le lieu qui est un lieu symbolique de la transition entre le 19e et le 21e, et donc le passage du textile au numérique et la politique de la ville, c'est ce qu'on fait ici, c'est la politique de la ville, ni plus ni moins. Alors elle a une couleur un peu différente, elle a une saveur un peu différente, mais au final c'est exactement la même chose. Vous parliez de vos actionnaires. Il a été pas mal question justement de cette nouvelle organisation entre privé, public. Ce mariage est possible, il peut se faire de manière heureuse selon vous? Je pense qu'il est possible. Souhaitable. Je pense même qu'il est inéluctable. Je pense même qu'il est vivement souhaité. Parce qu'au-delà du fait de faire des choix entre le public et le privé, déjà on catégorise un peu les gens. Il y aurait des gens qui réfléchissent public, puis il y aurait des gens qui auraient un cerveau privé, et puis les deux ne sont pas compatibles. Et ce qu'on fait ici, c'est exactement l'inverse de ça. On essaye de faire en sorte que chacun puisse jouer son rôle au service d'une cause. Et cette cause, c'est que les gens qui nous entourent aillent un peu mieux, tout simplement. J'ai entendu ça dans le discours juste avant sur lutter contre la pauvreté. Est-ce que quand on fait une start-up dans le numérique, est-ce qu'on lutte contre la pauvreté? Moi, j'aurais tendance à penser que oui. Beaucoup me disent non, puisqu'en fait, on cherche à s'enrichir. Et en fait, moi, j'ai beaucoup de difficultés à un moment donné à dissocier les deux, public et privé. Moi, je suis un enfant du public. Mon père était mineur de fond, j'ai vécu dans un quartier du bassin minier, je suis né. J'ai 11 frères et sœurs, mes parents ils sont analphabètes. Je me retrouve comme ça, propulsé quelques années après à la tête d'un projet aussi important que celui-là. Et je ne me suis jamais posé la question de savoir si j'étais un enfant du public ou du privé. J'ai pris ce qu'il y avait en face de moi, j'ai fait. Et puis au final, je me rends compte que les deux ne sont pas incompatibles, les deux fonctionnent au quotidien. Et que de toute façon, à terme, tout dépend des actions que vous menez, des problèmes que vous voulez résoudre. Et après, il y a des leviers publics, il y a des leviers privés qui vous permettent de résoudre des problèmes ou qui permettent de répondre à des problématiques qui vous sont présentées. Et je pense que cette opposition entre public et privé, même si je comprends la question et que je suis d'accord avec ça. Ce n'est pas une opposition. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui opposent le public et le privé. On peut être, comme c'est notre cas, une émanation publique et faire du privé. C'est ce qu'on fait actuellement. Et même plus que ça, puisqu'on est en train de modifier un peu la structure dans laquelle on s'inscrit à Vera Technologies. On est passé d'une association financée à 100% par du public à une société publique locale, aujourd'hui à une SEM d'économie mixte. Et c'est devenu une entreprise privée, mais d'intérêt général. Et on continue à rendre du service public au plus grand nombre. Et c'est assez intéressant de voir comment cette mutation se fait. Je pense qu'on peut rendre le service public, je pense qu'on peut rendre l'intérêt général, et je pense qu'on peut le faire de plus en plus sans dépendre justement du denier public, qui est quand même une grosse problématique actuellement, de trouver de l'argent public pour justement financer des causes qui nous permettent d'aider ceux qui nous entourent à aller mieux. Il a aussi été beaucoup question de la question de l'essaimage. Ouais. Il y a quelque chose de symbolique, ça a été dit ce matin, dans l'implantation géographique de ce campus, enfin je ne sais pas comment vous l'appelez. Est-ce que cette idée de l'essaimage, vous pensez que Ratechnologie va faire des petits et pourquoi pas dans des quartiers politiques de la ville? On fait tout pour, et ce serait vraiment mon rêve, parce que je viens de là. Donc je viens de là, j'ai passé ma vie là-dedans. C'est ce que j'expliquais juste avant. Les personnes vous entendaient juste avant. Ouais, mais j'ai disais en off. Moi, des fois je dis des trucs, personne m'écoute, mais c'est pas grave. Quand vous avez ce parcours, quel que soit le parcours, et je ne suis pas un modèle, je n'ai rien de tout ça, et je ne veux pas l'être. Et quand vous avez ce parcours, il y a un truc qui ne vous quitte jamais. C'est votre sentiment de pauvreté. Moi, je suis un pauvre et je resterai un pauvre toute ma vie, et c'est très bien. Je n'ai pas de problème avec ça. C'est pas une valeur ou je me nivelle pas par rapport aux autres quand je dis ça. Il y a un ADN qui est ancré en vous, et vous êtes né avec ça quand vous avez 11 frères et sœurs et que vous avez un salaire de mineur en plus, dans le bassin minier. Vous êtes forcément, à un moment donné, vous avez forcément moins de moyens que les autres. Donc ça fait de vous un gars pauvre ou un gars avec moins de moyens, dans une famille modeste. Et ce sentiment-là, c'est un sentiment hyper important. C'est un moteur. Pas pour que vous deveniez plus riche, pas pour vous enrichir, mais le sentiment de pauvreté,
il va souvent avec un autre sentiment qui est celui de qu'est-ce que vous opposez à la pauvreté en fait, au quotidien dans votre condition. Vous opposez quoi? Des valeurs. Moi, j'étais pauvre, mais mes parents m'ont donné beaucoup de valeurs. Le respect, la considération, l'ambition, la confiance, qui sont des mots hyper importants. Et donc, vous gardez ça. Et donc, vous êtes quelqu'un qui a entre guillemets, un passé de pauvre avec un DNA de pauvre, dans un monde où les gens vont plutôt bien, au final, mais vous gardez ça en vous. Donc, vous gardez vos valeurs. Donc, quelque part, c'est un vrai bagage que vous emmenez avec vous, qui permet d'avancer et qui vous permet de transmettre. Ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est pas que les gens bien aillent bien avec des gens bien, ou que des gens pauvres ou qui vont pas bien, parce que généralement ça va ensemble, malheureusement, essaient de s'aider avec des gens qui sont pauvres. Ce qui serait intéressant, c'est que les gens bien viennent aider ceux qui vont pas bien, mais surtout que les gens qui vont pas bien aillent dans des endroits où ça va bien pour leur expliquer comment sont vraiment en vrai les gens qui vont pas bien. Parce que moi je le vis au quotidien aujourd'hui. Je vais dans des endroits où les gens vont très bien avec mon ADN de pauvre et les gens sont très étonnés de savoir que en fait au final je vais bien, quoi. Non, mais c'est hyper important. Il ne peut pas y avoir que du nivellement par le bas. Il doit aussi y avoir du nivellement par le haut. Et c'est hyper important qu'à un moment donné, que les gens ne soient pas juste, alors on va dire, un côté explorateur. C'est sympa de voir un mec qui vient d'une banlieue et puis ils sont comme ça, les gens, ils sont bien, enfin ils sont sympas en fait au final. C'est pas le côté explorateur que je suis en train d'expliquer. C'est que je pense qu'à un moment donné, on a aussi besoin que cette mixité ne soit pas un truc top-down, que ce ne soit pas un truc qui soit subi, que ce ne soit pas un truc qu'on impose. Il faut qu'elle se fasse de manière naturelle. Et il y a cette sensation, et c'est ce qu'on vit ici, c'est qu'aujourd'hui, les gens ici partagent quelque chose en commun. Il y a un dénominateur commun. Les gens se lancent dans l'entrepreneuriat. Et ils sont tous égaux face à l'entrepreneuriat. Parce qu'ils n'ont tous pas de moyens au départ. Au départ, quand vous lancez une boîte, une start-up dans le numérique, vous n'avez pas grand-chose. Vous avez un ordinateur, du temps et du talent. Et tout le monde a ça. Tout le monde a ça. Avec ça, aujourd'hui, il y a plus de pouvoir dans ce truc-là que dans la première fusée qui a été lancée sur la Lune. En termes de processeurs. Vous avez ça dans les mains, vous avez le monde dans les mains. Vous pouvez faire plein de trucs avec ça. Vous pouvez changer le monde avec ça si vous voulez. Alors après, il y a les mecs qui changent pour profiter. C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les plateformes, etc. Il y a une prolétarisation en fait. En fait, vous bossez aujourd'hui. C'est vous qui bossez. Hein. Oui. D'accord ? C'est gratuit. Google, c'est gratuit, vous le savez. Et si c'est gratuit, c'est vous le produit. C'est vous le produit. Donc, à un moment donné, il y a là-dedans beaucoup d'opportunités. Il y a dans l'Internet énormément d'opportunités. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'Internet, ça exclut personne. Et qu'il faut y rajouter de la valeur. Et qu'il faut rajouter de la valeur et des valeurs. Et ça reboucle avec ce que je vous disais juste avant. Si vous y mettez des valeurs, que vous mettez de l'ambition, et puis surtout un truc hyper important, et je ne serai pas long là-dessus, mais qui a confiance aujourd'hui? Qui parmi vous continue d'avoir confiance? Vous n'êtes pas nombreux. Hein? Est-ce que vous avez confiance en l'avenir, vous avez foi en l'avenir, foi en confiance aux gens qui vous entourent, confiance à ce que la vie peut vous amener, confiance à cette jeunesse qui est en train d'arriver, confiance dans le fait qu'on arrive dans une économie qui est la quatrième révolution industrielle dont on parle souvent, où entre les recherches sur le cerveau, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, potentiellement on peut arriver à faire l'infini. Qui a confiance aujourd'hui ? C'est pas la quasi-totalité. Hein. Non, mais c'est une vraie majorité. C'est une vraie majorité. Moitié-moitié. On est plutôt une assemblée confiante, dans un monde qui l'est peu. Transmettez cette confiance. Il faut que la politique, il faut que les acteurs, il faut que les professionnels de la politique de la ville donnent confiance. Il faut qu'ils transmettent cette confiance à ceux à qui s'adresse leur politique. Je pense qu'avant tout, il y a énormément d'énergie dans les quartiers politiques de la ville. Enfin, je les appelle comme ça, mais moi, je ne sais même pas qu'on les a. J'étais dans un quartier politique de la ville, je ne savais même pas que c'était ça. Mais donnez confiance en ces gens. Ces gens, ils ont de l'énergie, ils ont du talent. Ils ne sont pas moins bons que les autres. Ils ont peut-être moins d'outils à disposition pour faire des choses. Mais donnez-leur confiance. Avec la confiance, on peut faire énormément de choses. Il y a des gens ici, à Euratech, qui n'avaient absolument rien, qui n'étaient pas prédisposés, pas programmés, pas préprogrammés pour faire ce qu'ils sont en train de faire actuellement. On leur a juste donné confiance et on l'a fait grâce au soutien des collectivités locales qui sont actionnaires d'Euratech. C'est juste ça. Il y a une barrière qu'il faut franchir et c'est cette barrière de la confiance. Confiance en soi, confiance en le fait qu'on peut faire des choses, peu importe d'où on vient. Et ça, c'est un truc super important. C'est peut-être un mot, c'est peut-être galvaudé ce que je suis en train de vous raconter, c'est peut-être une porte ouverte. Mais réellement, c'est ce que je vis au quotidien. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir aujourd'hui à Euratech et qui viennent nous voir qui n'ont pas confiance. Ou plus confiance. Ce sera le mot de la fin, celui de la confiance. Rendez-vous est pris pour 2038
pour le prochain rendez-vous des conseillers Je ne citoyens. sais pas si je serai là. hein, Ils ont, mais, ils ont mis leur échéance. Mohamed, un mot de conclusion? Je remercie tout le monde, les organisateurs et les gens qui sont venus de loin pour être là. J'ai un conseil pour tout le monde de respecter le code de la route et de respecter aussi le passage piéton, car j'étais percuté par une voiture, ça fait un mois. Et je reviens de la mort. Donc, respecter le passage piéton, c'est la conclusion. C'est loin de notre objet, mais c'est... Merci à tous, bonne fin de journée. Et donc pour ceux qui sont accros, rendez-vous dans une grosse semaine à Lyon pour le deuxième volet de ces journées autour des 40 ans de la politique de la ville.